Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast À table. J'ai le grand plaisir de recevoir avec Julien. Julien, on reçoit qui aujourd'hui? On reçoit notre cher ami Laurent Kalala de Beaumaillé. Bienvenue, comment tu vas Laurent, ça va? Ça va très bien et vous deux? Ouais, très bien. Ben, merci à toi d'avoir répondu à notre invitation pour le podcast. Ben, aujourd'hui, on a un grand plaisir de te rencontrer, de te découvrir le concept Boumé, mais il y a d'autres choses aussi que tu as fait comme activité en lien avec le secteur de la food. Tu vas nous en parler. Donc, je rappelle le format, Julien? Ouais, vas-y. Ouais. Donc, Rappelle-nous le menu plutôt. ouais, exactement. C'est un menu, comme tout restaurant. Il y a une entrée où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce concept Boumaillé? Je crois que tu n'es pas seul à l'avoir créé, ce concept. On est deux associés. Exactement, bah, tu vas pouvoir nous en parler. Sur la partie plat, bah, on aura l'occasion de savoir De mettre les pieds dans le plat finalement. ouais, la réalité, qu'ils vivent aujourd'hui. Je crois qu'ils sont à leur deuxième établissement à ouvrir, c'est ça? Tu vas nous en parler. Les difficultés, tu vas en parler de tout, la com, la RH, la gestion du quotidien. Et enfin, sur la partie dessert, c'est quoi la partie dessert? La partie dessert, c'est les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que ça va donner Beaumaillé? C'est quoi les projets pour cette année? Les perspectives de développement pour les années à venir? Et enfin, Comme tout menu qui se respecte. on va passer à la caisse, à À l'addition. l'addition. Et ça, l'addition, à table, ça se paye en conseil. Du coup, tu vas nous donner un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans la restauration. Voilà le programme pour ce podcast. J'ai le grand plaisir aujourd'hui, je le rappelle, de recevoir Laurent du concept Beaumaillé. Et Laurent, bah, on va commencer par l'entrée. Peux-tu te présenter un peu ton concept? Alors, moi, c'est Laurent Kalala. J'ai 33 ans. Beaumaillé existe depuis 2 ans. On l'a créé avec Camille Gauzet, mon associé. Avant de travailler dans la restauration, moi, je travaillais dans le marketing et la communication, Oui. dans le retail, pour des marques plutôt féminines comme Undies, Etam, Jennifer, Zara. Un peu Célio à la fin, donc un peu pour les hommes. Pourquoi je suis arrivé dans la nourriture? C'est grâce au Covid. C'est bizarre à dire, mais c'est grâce au Covid. J'ai eu beaucoup de temps pour moi parce que j'étais en arrêt. Vu que tous les magasins étaient fermés, je n'avais pas beaucoup de boulot. Et il y a eu un concours créé par Céline Chang de la Bao Family qui s'appelait Qui va ouvrir son restaurant? Donc tu as participé. J'y ai participé, j'avais 4 mois devant moi. Je me suis dit, bon, à rien faire, à tourner autour, à finir Netflix, il serait peut-être temps que je recommence un peu à faire travailler mon cerveau. On a postulé au concours. Et À ce moment-là, tu voulais ouvrir un restaurant déjà? Pas du tout. Moi, je me suis toujours dit qu'à mes 30 ans, je serais entrepreneur à mes 30 ans. C'était un but, c'était un goal. Et je pensais plutôt le faire ça dans le digital, vu que c'est vraiment d'où je viens, que ce soit dans l'e-commerce ou que ce soit dans l'influence ou quoi, ou même la création d'applications, etc. C'était plus mon domaine à moi. Et j'avais plusieurs idées. Je pensais que j'allais me lancer. Je me suis lancé dans le projet Beaumaillé par parce que j'avais une abondance de temps. Je ne savais pas quoi faire. Et c'était amusant. Et au final, on a gagné le concours. On a gagné le concours. Tout le monde nous a Bravo. dit ouvrez le restaurant. C'est un concept incroyable. Avec Camille, on s'est regardé. On a dit non. On a dit non, c'est pas du tout notre métier. On vient pas de là. On a fait ça parce qu'on avait du temps. 1 mois est passé, 2 mois passés. Camille, elle démissionne. Elle se lance dans Beaumaillé. Moi, je la suis 2 mois après. Donc, 4 mois après, je la suis. Et je démissionne, je me lance dans Beaumaillé. Et là, on met en place une roadmap. On se dit, si on se lance dans la restauration, on n'y connaît rien. Il faut qu'on fasse ça pour arriver au bout. Et tout ça, c'est avoir son CAP cuisine pour être légitime dans la restauration. Voyager dans les pays africains pour connaître bien les recettes, la gastronomie et en parler. Créer une communauté avant de se lancer parce que nous, on savait que c'était important avant d'ouvrir un business. Donc, il y a tout ça qui nous a poussé à lancer Beaumaillé. Et puis, on a ouvert le 21 octobre 2022, si je ne me trompe pas. Et tu vas nous en parler de Boumaillé, cette spécificité, quelle carte vous avez réussi à élaborer. Mais avant d'aller dans ça, j'aimerais revenir un petit peu sur la question de l'entrepreneur. Tu disais une phrase qui est importante. À 30 ans, je voulais devenir entrepreneur. Est-ce que ton parcours plus jeune t'avait préparé à cette vocation-là ou tu as décidé ça en regardant autour de toi en fait, des gens qui aspiraient à être libres? Et finalement, c'est quoi qui t'a motivé aussi à entreprendre? Ce qui m'a motivé à entreprendre, c'est plutôt qui m'a motivé à entreprendre. C'est ma mère qui m'a motivé à Mmh. entreprendre. C'était une entrepreneuse. Donc, quand elle était dans l'immobilier au Congo, en Afrique du Sud, dans l'import-export de différents produits. Et je la voyais toujours en train de voyager, revenir. C'était vraiment une femme d'affaires forte.
Et je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose. Donc, j'ai fait des études en me disant qu'en faisant de l'import-export, j'ai fait de l'import-export, j'ai fait management international, en me disant que c'est des études qui me permettraient de voyager et de travailler à l'international. Top. Donc, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui était enraciné chez toi. Donc, ce Covid qui est arrivé, le temps qui t'était donné, donc le challenge d'un concours pour lancer Beaumaillé. Et la rencontre, en fait, finalement, avec ton associé Camille, elle s'est fait quand et comment? Elle s'est faite il y a maintenant 9 ans. J'ai rencontré Camille quand j'ai commencé à travailler chez Undies. Oui. On s'est rencontrés pendant la sélection pour le poste. On a postulé tous les deux pour le même poste. Et qui l'a eu? C'est moi. Et au final, elle? Elle allait travailler ailleurs. Incroyable. Elle allait travailler ailleurs. On est resté en contact. On va dire 2-3 mois après, on s'est écrit. Elle m'a demandé comment ça se passait le poste. Ouais. Et après, elle m'envoyait toujours des nouveaux concepts, des nouveaux trucs, des nouveaux posts. Elle me disait, est-ce que tu trouves ça cool ou pas? On a continué à garder contact. Et puis, le jour où il fallait entreprendre, elle a dit, bah, ça t'intéresserait. Et voilà. Ouais, top. Ouais, Et donc, c'est- vous Ah ouais. décidez ensemble de pouvoir lancer ce concept Beaumaillé. Maintenant, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la valeur ajoutée de ce concept? Quelle spécialité culinaire? Comment vous le déployez? On met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. On met le pied dans le plat. Bah, c'est une bonne introduction à ça parce que Camille, du coup, de base, elle aime énormément manger. C'est facile de dire ça, tout le monde aime manger, mais elle aime énormément, Elle aime la énormément graille. manger. Madame. Je pense qu'elle allait au restaurant tous les jours, midi Ouais. et soir, tout le temps. Elle m'envoyait des adresses tout le temps. Je pouvais lui demander n'importe quelle adresse pour n'importe quelle occasion. Elle savait où m'envoyer et c'était toujours Cali. Elle m'a toujours dit quand je serai un peu plus vieille, quand j'aurai fini ma carrière, j'aurai un petit coffee shop au bord de la mer et voilà, je finirai comme ça, je servirai les gens, je serai content de la bonne nourriture faite maison. Donc, elle, c'était quelque chose qu'elle voulait faire un peu plus tard. Et en partant de ça, donc quand il y a eu le concours, c'est elle qui m'a poussé, qui m'a tanné à faire le concours, à y aller. Et je lui ai dit, si on fait ce concours-là, il faut qu'on fasse quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui est dans notre ADN à nous. Et puis je me suis dit, je t'ai fait découvrir la nourriture congolaise il y a seulement 1 an. Ça faisait déjà 6 ans qu'on se connaissait. Et c'est quand même bizarre pour une personne, une foodies comme toi, de pas connaître la nourriture de 54 pays. C'est quand même très, très étonnant et je pense que tu n'es pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ton cas de figure et ça serait bien qu'on puisse la démocratiser, cette nourriture, pour que des personnes comme toi et d'autres puissent la découvrir d'une manière simple. Et on réfléchissait à comment est-ce qu'on pouvait le faire, on regardait les concepts qui existaient, on voulait savoir s'il y avait des mastodons, etc. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mastodon. Quand je parle de mastodon, je ne parle pas d'African Fusion, etc. Ils ont manqué un 16, mais quand on avait regardé ça, ils en avaient 7 à cette époque-là. Mais je me suis dit, il n'y a pas de marque de nourriture Chaîne. africaine, de Ouais, chaîne 50, à 100 la points de vente. McDo, Ouais. à la KFC, etc., et qui en ont plus de 100, on va dire. Et j'ai trouvé ça un peu grave. Je me suis dit, après autant de temps, personne ne s'est vraiment dit, il y a un marché, il y a une demande, et il n'y a personne qui occupe cette place, on peut y aller. C'est plutôt de la restauration à table, c'est plutôt de la restauration plutôt street food, casual food. Et c'est quoi les plats qu'on mange chez vous? Alors, ça a été tout un concept. Du coup, on est arrivé à ça en se disant que personne ne connaissait la nourriture africaine. Il faut on réussisse à le démocratiser. Comment le faire? On va passer par le burger. Pourquoi le burger? Parce que toutes les 40 secondes en France, il y a un burger de vendu. Le burger, tout le monde le connaît, que ce soit la personne de 5 ans, de 20 ans ou de 80 ans. Tout le monde a mangé un burger d'une manière ou d'une autre, d'un goût d'un autre. Et c'était plus simple d'introduire les saveurs africaines dedans. Et après ça, on s'est dit, OK, on va faire le burger africain pour un peu réduire notre idée. Alors, pourquoi est-ce que personne n'a déjà eu l'idée? Pourquoi est-ce que les autres concepts africains ne vont pas plus loin? Donc, on a fait une étude de marché en faisant un micro-trottoir. On a demandé aux gens, est-ce qu'ils avaient déjà mangé des gastronomies africaines? Quand? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'ils n'avaient jamais goûté quand ils n'avaient jamais fait? Et il y en avait 70 qui n'avaient jamais mangé, sur 100, qui n'avaient jamais mangé, qui disaient, on a peur, on ne connaît pas, on ne sait pas où le manger, c'est trop piquant, c'est un peu sale, c'est très communautarisme. Et donc, il y avait plein de choses qui rentraient dedans. Et c'est ça Beaucoup qui nous... d'idées reçues, quoi. Et ça, c'est ça. Et c'est ça qui nous a poussé à créer Beaumaillé en se disant que nous, bah, pour casser tout ça, on va faire quelque chose de très visible, très simple. Quand on vient dans le premier Beaumaillé, on voit tout, on voit les cuisines, on voit la propreté directement du restaurant de l'extérieur. En mode show C'est très cooking clair. directement, en mode on voit Pas tout. 100% show cooking, parce qu'on voit Mm. pas 100% la cuisine, mais Ouais. on la voit, on perçoit Super. la cuisine. Ok, C'est assez ok. simple. On voulait casser ça en faisant du service à table. On voulait pas faire un fast-food africain. On voulait vraiment que ce soit qualitatif. Ok. Que les gens ils puissent voir le service qu'on fournit. Parce que c'est ça la plus-value Beaumaillé. C'est une nourriture rapide, bon goût et un service qui est vraiment adapté. Donc c'est ça qui nous a poussé à créer ce genre de concept aujourd'hui. Et donc, chez vous, on a des burgers de quel type, finalement? Fais-nous découvrir un petit peu ton... C'est quoi votre best-seller en fait? Ouais.
Alors, pour chacun des burgers, il y a une histoire. Pour Ouais. pouvoir créer notre menu, on a voyagé pendant 6 mois Mhm. dans plusieurs pays, dont 4 mois en Afrique. On a fait un mois au Sénégal, un mois au Congo, un mois en Côte d'Ivoire, un mois à Madagascar, au Maroc, etc. Et chaque burger a été inspiré d'une maman et d'une chef des pays. Donc, on a par exemple le champion d'Afrique, qui est le burger inspiré du mafé. Et on l'a mangé quand le Sénégal a gagné la CAN. Et c'est une maman qui nous a invités le lendemain chez elle et elle nous a fait un mafé. Donc, derrière, nous, on a pris sa recette pour en faire notre burger, qui aujourd'hui est le burger phare, le champion d'Afrique. Voilà, tu as fait un bug dans mon cerveau, c'est-à-dire du mafé dans burger. Tu peux m'expliquer? Parce que là, en fait, j'ai besoin d'explications. C'est un vrai bug parce que quand Ouais, on en a parlé sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir le restaurant, on a eu ouais. énormément de critiques. Ouais, Énormément de critiques. Moi, j'aime bien les critiques sur les réseaux, bad ouais, buzz ou ouais, good buzz, peu ouais. importe. Et beaucoup de personnes disaient non, mais il ne faut pas toucher à la nourriture traditionnelle, il ne faut pas mettre un mafé dans un burger, c'est quoi ça? Ça devrait pas exister. Et aujourd'hui, les chiffres prouvent le contraire parce que c'est vraiment notre best-seller. C'est un bun brioché avec un steak Black Angus, une sauce mafé relevée et des pickles. Vraiment, on pourrait croire que c'est simple, mais la sauce mafé, il faut la retravailler pour qu'elle ait du goût dans un burger. Et c'est ce qu'on vend le plus, Parfait, avec un parfait. cheddar maturé. Bah, écoute, ça donne envie, hein. Mm. Ça donne envie. Et c'est l'essentiel de votre carte, c'est ce positionnement produit sur le burger, ou vous avez d'autres éléments qui viennent rappeler l'inspiration africaine, tels que les accompagnements ou autres produits? On a 70% de notre carte, c'est des burgers. Après, on a Ok. 3 entrées. Donc, dans les entrées, on a des claquelots, par exemple, c'est des beignets salés ivoiriens Mm. qu'on ne trouve pas beaucoup à Paris. On a 3 desserts. Et pareil, dans les desserts, on a des micatés. Donc, ça, on en trouve un peu partout. C'est des petits beignets ronds, nature. Et nous, on les mange, vu qu'on les met en dessert, on les sert avec un coulis d'hibiscus, par exemple. Et on a des boissons. Top, 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 top. Julien, une question particulière pour... Et du coup, bah, déjà, félicitations hein, pour le parcours, Laurent. Bah, nous, avec Aïssata, on est venu dans votre premier resto manger. On avait bon, c'était super bon. On est même venu vous voir à l'inauguration du deuxième restaurant que vous avez ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, à Paris 11e. Et alors, du coup, comment ça se passe, ce second restaurant on met les pieds dans le plat, du coup, ça fait quoi d'ouvrir un deuxième business c'est une chose d'avoir. On est passé par là avec Aïssata, c'est une chose d'avoir un restaurant où on est tout le temps là-bas. Et comment ça se passe, le la deuxième? croissance, quand on passe à 2 sites? Là encore, vous êtes deux, vous pouvez mettre un dans chacun, mais comment vous vivez le truc, quoi? Alors, nous, on a la chance, déjà, dans le premier restaurant, on a été conseillé par Céline Chang quand on a gagné le concours. Pendant un an, elle nous a dit il faut vite sortir de son restaurant, le plus vite possible. Donc, au bout de 3 mois, on était déjà sorti du premier restaurant. Donc, on a une équipe qui est solide, qui est là depuis 2 ans, 2 ans et demi, même s'il y a eu un peu de turnover, mais le restaurant, il tourne. Il tourne. Donc là, on ouvre le deuxième, on est tous les deux dans le deuxième directement. On met en place les process pour justement sortir assez vite et mettre une équipe solide qui aura les process à 100% créés. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et nous, après, on chapeaute. On n'est pas sur les plannings, on passe de restaurant en restaurant, on regarde comment ça se passe. On y est assez souvent dans nos restaurants, mais très peu pendant les services. Donc, très autonome dans la gestion du point de vente, tant sur la pro, tant sur la gestion RH, tant sur le management. Donc, c'est une belle base, ça, pour... C'est une belle base, Ouais. mais on se rend compte que ça prend quand même beaucoup de temps d'être que deux et de gérer déjà un point de vente, c'était déjà beaucoup parce qu'on parle de restaurant, on parle d'un plat fini, mais en fait derrière, il y a le recrutement, les RH, il y a tout ce qui va avec, même les réseaux sociaux. On a quand même beaucoup de métiers dans la restauration qui nous occupent, on va dire, 90% de notre temps. Là, maintenant, on a 2 restaurants, donc 2 fois plus de travail. Et peut-être nous dire aussi de l'autre casquette que vous avez, celle de créateur de contenu. Est-ce qu'elle vous aide finalement dans la promotion, dans la vision que vous pouvez avoir de Beaumaillé? Alors, on a créé Nasty Belly pour justement alimenter Beaumaillé. Nasty Belly, c'est notre compte de foodies. C'est avec ce compte-là qu'on a voyagé. Quand on a été dans tous les pays, on a documenté en fait nos voyages et les différentes rencontres et les différents plats qu'on a mangés. Ça nous a permis d'avoir une base de 30 000 followers quand on est rentré de voyage. Bien. Et c'est ça qui nous a boosté à l'ouverture de Beaumaillé. Aujourd'hui, on utilise Nasty Belly pour mettre en avant les restaurants africains euh, plutôt autour de nous, vu qu'on a moins de temps de voyager. Donc à Paris, on en fait beaucoup. Je dirais que ces dernières années, on fait de moins en moins de vidéos. Et plus ça avance, moins on en fait parce qu'on a de moins en moins de temps. Mais Nasty Billy est voué à mettre en avant différents concepts qui tournent autour de l'Afro World. Donc, mais c'est un savoir-faire, c'est une compréhension du monde de la com, du monde du digital. Et toi qui es un petit peu maintenant sur les deux côtés, c'est quoi l'impact en fait du digital, de la com sur le chiffre d'affaires? On a un événement commun, je crois, très Mm. bientôt, hein, le 30 janvier, sur l'influence, sur cette approche de communication digitalisée. Tu peux nous en parler, toi qui as un petit peu les deux casquettes? Alors,
pour moi, c'est très important d'avoir une communauté et de l'alimenter. Il y a des personnes qui sont très friands de suivre des aventures et qui sont très engagées. Et chez Nasty Belly, on a créé ça, on a créé de l'engagement, des personnes friandes. Quand on fait des choses qui leur plaisent pas, ils nous le disent, mais pas d'une manière méchante. Mhm. Ils nous disent, bah, par exemple, je prends un exemple concret, on a fait un burger en collaboration avec Heinz, que je trouve incroyable. C'est l'African Cheeseburger. Et ils nous ont dit, mais vous auriez pu faire ça avec une marque un peu plus petite, un peu moins industrielle. Ça aurait été mieux. Même s'il est bon, votre burger, c'est quand même dommage que vous fassiez ça avec ce genre de marque. Et nous, c'est des retours qui sont très importants pour nous, parce qu'on comprend ce que veut notre communauté. Et derrière, on travaille pour faire en sorte qu'on reste quand même très attaché à eux et qu'on fasse des choses qui leur correspondent pour ne pas les perdre. Et cette communauté-là, quand on lance un produit au restaurant, elle vient tout le temps. Donc si on leur rend bien les choses, elle vient vers nous. Pour moi, c'est ça l'influence. C'est vraiment, tu influences les gens pour qu'ils te suivent. Et ils te suivent parce que tu fais les choses qui leur correspondent. Bah, tu sais, il y a un truc quand tu t'entends parler, qui fait un déclic, c'est que bien souvent, avant les restaurants, bah, c'est des gens qui viennent, qui consomment. On ne prend pas forcément leurs coordonnées, on ne prend pas forcément qui ils sont. Et ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, un resto, il doit vivre avec une communauté engagée. Et les réseaux sociaux bah, sont là pour l'alimenter, pas simplement dire aux promos de tel burger à telle date. Et je crois que c'est un peu ce que tu illustres un petit peu par ton témoignage. C'est ça. Pour moi, l'influence a pris la place de tout ce qui était emailing, SMSing, carte de fidélité, toute cette panoplie que pouvait avoir un restaurant, on va dire, qui faisait du marketing. Bah, l'influence l'a pris et son compte Instagram l'a fait tout ça à la fois. Donc, quand on arrive à bien manager son compte, maintenant, il y a des channels, il y a des stories privées que nous, on fait avec des gens vraiment spécifiques. On peut faire plein de choses avec son compte Instagram qui font animer ta base de données, en fait, ta base de clients. Et du coup, bah, toi, tu l'as expliqué dans ton parcours, tu étais dans la com, tu gérais des influenceurs. Même, tu as commencé par créer un compte The Nasty Belly avant d'ouvrir ton restaurant. Mais moi, quand je vois des gens qui ont des restaurants, aujourd'hui, il y en a plein qui disent, mais moi, je suis nul sur Instagram, comment je fais? Et du coup, toi, t'as un peu... Limite, tu as appris les réseaux sociaux avant d'apprendre la cuisine. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là qui sont forts dans leur cuisine mais qui sont finalement pas très bons sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quoi, pas très bon sur les réseaux sociaux? Ça veut dire on comprend pas les réseaux ou on sait pas faire du contenu. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Moi, il y a des restaurateurs qui passent leur temps sur Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Donc, ils connaissent les réseaux sociaux. Par contre, quand ils font du contenu, je leur dis, waouh, j'aurais pu filmer mieux avec un Nokia 3310. Tu vois. Donc, il y a vraiment deux choses à. On arrive vraiment- à Alors qu'il n'y avait même pas de caméra. Non, Alors qu'il n'y avait même pas de non, caméra. non, Le mec, il vérifie. C'est Snake, c'est tout. Non, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment deux types de restaurateurs. Ouais. Ceux qui ne savent pas faire du contenu, c'est un apprentissage. En vrai, plus t'en fais, plus c'est qualitatif. Mhm. Donc, tu peux poser des questions, t'en fais de plus en plus. On te dit, bah, faut pas filmer en mouvant, Mhm. faut pas filmer comme ça, faut mettre de Ouais. la lumière. C'est des choses basiques qui s'apprennent. Ouais. Ceux qui connaissent pas les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué pour eux. Dans le sens, eux, ils ont vraiment besoin d'un vrai accompagnement. Et en plus, quand tu connais pas, t'as pas l'appétence, tu abandonnes très vite les réseaux sociaux. Et tu oublies que c'est vraiment aujourd'hui 50% de ta clientèle, elle est sur les réseaux et tu as besoin de leur montrer ce que tu fais. Donc, c'est vraiment deux écoles. Donc, moi, je dirais à ces deux types de personnes, il faut se former. Se former, c'est un coût. C'est un coût, mais il ne faut pas minimiser le fait de se dire c'est gratuit les réseaux sociaux, donc pourquoi je me formerai sur les réseaux sociaux? Ça, souvent, on me l'a dit, les restaurateurs, ils me disent bah, tout le monde est sur les plateformes gratuitement, pourquoi est-ce que je payerais tant pour que tu montres comment faire une vidéo? Je dis parce que ce que je te paye, derrière, tu pourras faire 10, 20, 30, 40 vidéos tout seul, autonome, gratuitement, comme tu le dis. Mais aussi, vous êtes des restaurateurs qui sont dans le partage. Je sais que tu es impliqué dans l'UMBA. Et toutes ces pratiques, je crois que tu les partages beaucoup au sein de votre communauté. Tu peux nous en parler un peu? Alors, Lumba, l'Union de métiers de bouche africains, c'est une association pour justement aider les métiers de bouche africains à se développer et à être un peu plus, on va dire, qualitatifs, pour résumer. Dans le partage, pour moi, c'est important. Ça fait partie de qui je suis. Donc, quand on me demande de l'aide, quand j'ai le temps, j'essaie de toujours en donner. J'attends rien en retour et je pense que c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est quand je partage avec des personnes, j'apprends des choses aussi. Déjà, j'apprends de leurs problématiques. Souvent, ils ont des problématiques que moi, j'ai pas. Donc, derrière, j'essaie de comprendre leurs problématiques. Donc, j'apprends et on trouve des solutions ensemble. Et derrière, moi, ça me permet de casser les problématiques que j'aurais pu avoir aussi. Donc, le partage, c'est important. Dans Lumba, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on essaie de pousser, que ce soit moi, que ce soit Kader, que ce soit Blériot ou les bénévoles qui travaillent avec nous.
Dès qu'on nous appelle, souvent j'ai des appels de numéros inconnus parce ils l'ont eu sur Lumba, on me pose une question, j'y réponds tout de suite. Quand on n'arrive pas à m'avoir, c'est pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est parce que justement je suis sous l'eau. Ça, c'était un Mais, petit message pour Milly de la com à Ouais, MyCréo. ouais. mais oui, le partage c'est hyper important pour faire évoluer les choses. Oui. Top. Merci à toi en tout cas. Une question peut-être sur la partie dessert maintenant. Ouais, c'est la partie dessert. Du coup, là, comme on l'a dit, vous venez d'ouvrir votre deuxième adresse dans le 11e. Est-ce qu'il y a d'autres restaurants qui vont ouvrir en 2025? C'est quoi les prochaines étapes? Vous voulez ouvrir en d'autres points de vente, peut-être en succursale, peut-être en franchise, peut-être j'ai vu qu'aussi vous avez lancé un maillot de bain l'été dernier. Du coup, peut-être du textile. Enfin, c'est quoi du coup les projets de développement pour Beaumaillé? Alors là, on a ouvert au 15 rue de Charonne, dans le 11e. On a ouvert il y a 2 semaines exactement. T'as l'air fatigué. Je suis fatigué parce qu'on a ouvert il y a 2 Mais comment semaines. il l'a dit, c'est-à-dire la phrase, elle avait du mal à sortir. Il voulait me dire, Mokhtar, c'était dur. Ah non, c'était dur. Alors c'était vas-y, dur. parle-en. C'était dur. C'était plus facile d'ouvrir le premier parce Ouais. on l'a mis 1 an à ouvrir le premier. Ouais. Le deuxième, certes, on a signé les papiers il y a 1 an, mais en fait, finalement, ça s'ouvre quand le restaurant il est en travaux. Donc, ça fait 4 mois qu'on travaille dessus. Et c'était dur. C'était Ouais. dur. C'était très dur. Mais, Pourquoi faire le deuxième est plus dur alors qu'on pourrait se dire, tiens, ils ont un retour d'expérience, ils savent là où ils vont pas faire les mêmes erreurs sur la conception de la cuisine, sur l'aménagement. Il y a des petits détails. Quand tu es sur le premier, tu te prends la tête, mais de fou, alors que tu sais qu'en réalité, c'est pas l'essentiel. Mhm. Donc, pourquoi c'était aussi dur? Quelles étaient la partie travaux En fait, ce qui était dur pour moi, c'est que le premier, c'était l'année de découverte. Le premier restaurant, c'était la découverte. Le deuxième, c'est un peu la confirmation. Ok. On voulait faire mieux. Ok. On voulait déjà être établi. Et en plus, derrière ça, nous, on a fait une levée de fonds. Donc, on a des investisseurs qui nous suivent et on voulait vraiment être qualitatif. Donc, il y a plein de choses qu'on a fait. Je pense qu'on a fait en mieux. L'avenir nous le dira. Mais ça a été dur à mettre en place. Et à côté de ça, ça a été dur. Pourquoi? Parce qu'on a aussi vécu avec le premier restaurant une chute de notre chiffre d'affaires drastique avec des travaux pendant 2 mois avant les JO, les JO. Donc, on a vécu 4 mois très, très compliqués. Et après ces 4 mois-là, on a commencé à travailler sur le deuxième. Alors effectivement, tu l'as bien dit, on nous avait promis un impact de ouf sur les chiffres d'affaires des restaurants. J'ai des restaurateurs qui témoignent de moins 50%, moins 60%, parce qu'il y a eu un double effet, mois d'août, enfin juillet-août. On sait que Paris, c'est pas non plus La folie en été. la folie en été. Et rajoute le Covid, rajoute plutôt les Ah, JO. lapsus révélateur. Et donc, ouais, c'était ça en fait. C'est ça, en fait. ouais. C'est que nous, en plus, avant le JO, comme je disais, on a eu 2 mois de travaux sur Ouais. toute notre rue. Elle a été Ouais. détruite pour être Ouais. reconstruite. Donc, pendant 2 mois, les clients, pour venir manger chez Beaumanier, ils devaient vraiment mettre des bottes, marcher dans la boue, venir au restaurant. Donc, c'était très dur pendant 2 mois, mais on s'est dit, bon, c'est 2 mois. Et après, on s'est dit, avec les JO, on va rattraper ce manque à gagner. Et les JO, c'était pire que les travaux, finalement. Ah ouais. C'était pire parce que là, il n'y avait plus les Parisiens, il y avait plus Tout le monde a personne, en fui, fait. Tout le monde a fui. Ouais. Donc, une petite boîte comme Beaumaillé qui avait 1 an d'existence, quand tu as 4 mois de trésorerie qui disparaissent, ça devient un peu compliqué. Est-ce que des fois le doute te dit mais peut-être qu'on va arrêter quoi? Parce Bah. que je suppose que parfois quand on a une trésorerie qui est à sec, ça veut dire on met au pot. C'est exactement ce que je disais à Camille. Je disais que la restauration, c'est quand même un métier compliqué. C'est un métier compliqué. Quand les personnes me demandent est-ce qu'ils veulent ouvrir un restaurant, je leur dis attention, c'est quand même très très dur. La trésorerie, c'est un yo-yo. C'est pas comme les autres métiers que je fais où la trésorerie, je la voyais vraiment, elle était stable. Là, c'est vraiment du yo-yo. Parfois, je me dis, mais l'argent, elle volatilise, elle disparaît. Il est passé où? Il est passé où? Exactement, ça disparaît. C'est assez compliqué et quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas de trésorerie, surtout un restaurant, on ne peut pas tenir en fait. On a des factures qui tournent tout le temps. S'il n'y en a pas les clients qui viennent, les factures elles continuent. Les charges fixes, elles sont toujours là. Donc oui, on se pose des Surtout, questions. les loyers parisiens peut-être aussi sont assez conséquents avec des efforts. Ça rentre dans tous les charges fixes, mais je suis juste en train de me dire que, en fait, même nous, dans le premier restaurant, on se dit, si le restaurant il fait pas plus de chiffres, si on continue à creuser dans notre trou, on sera obligé de fermer. Même si ça faisait qu'1 an qu'on existait et qu'on a quand même fini l'année à 1,2 million. Donc, c'est vraiment des vraies questions qu'on se pose. Donc, je me dis, quand avec autant de chiffres, avec autant de personnes, tu te poses quand même ce genre de questions, je me dis, vers où on va? Ouais, c'est pas Pourquoi est-ce qu'on c'est pas un continue resto qui fait 200 000, 300 000 euros de chiffre Non, voilà, d'affaires c'est où on ça. dit il n'y a pas de chiffre. Et là, on annonce 1,2 million. Ça veut dire quand même qu'il y a du monde, qu'il y a du flux.
Et effectivement, 4 mois en fait de baisse drastique, ça, faut les absorber. Bah, 1,2 million, tu divises Ouais. par 12, ça Ouais. fait Ouais, 100 000 100 euros 000, par mois ouais. qui Ouais. s'envolent. En termes d'impact, c'est fort. Bah, c'est beaucoup. Parce que pour faire tourner un restaurant d'1,2 million, tu as le staff qui va avec. Ouais. Ouais. Donc, le staff, on l'a pas viré du jour au lendemain. Ouais. Parce qu'on Ouais. sait que ça allait reprendre. En plus, le solde de tout compte, il fait mal. Bah, c'est ça. Non, mais en tout cas, merci de partager avec nous ces enjeux-là. T'as quel âge, Laurent? 33. 33, mais tu as l'air d'une maturité incroyable. D'où ça vient tout ça? Je sais pas, je pense que c'est peut-être mon Non, parce que parcours. il est serein, tu as vu, je suis confiant à côté de lui. Même Ouais. s'il n'y a pas la trésor, tu as vu. Ouais, ouais. Il me rassure, Ouais. il me rassure. Je préfère Ça l'avoir va dans mon aller, équipe. ouais, Ouais, ça va aller. Non, ça va aller, non? Ça va aller, ça va Alors, toujours. donc, parce que parfois on doute quand même. On doute, on Non, se mais dit, on mais. doute vraiment. On doute ouais. avec Camille, on doute Ouais. beaucoup. Même Ouais. jusqu'à aujourd'hui, on doute. On a ouvert Ouais. un deuxième restaurant, Ouais. on doute. On en parlait avec Julien en off avant de commencer le podcast. Je lui disais, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert un deuxième restaurant. Et le deuxième restaurant, on fait une cannibalisation de notre premier restaurant. Ouais. Là, notre rue, elle a changé avec les JO. Dans un premier restaurant, donc on a moins de flux du midi. Donc on fait moins de chiffres le midi. Mais bon, ça, c'est pas grave parce qu'on comprend c'est le soir. Maintenant, le soir, les gens, ils veulent venir dans le nouveau restaurant. Ouais. Donc ça veut dire que notre premier restaurant, il est vidé. Comme je disais, l'expression que j'ai pris tout à l'heure, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. On a ouvert un deuxième point de vente et tout le monde veut le deuxième point de vente. Et est-ce qu'ils sont loin les uns des autres ou... En métro, c'est 20 minutes. Ouais. Mais sur, je pense, le positionnement African Food, c'est clair que si le nouveau est mieux, plus beau et plus cosy, Mais la moi, tentation, elle est... Moi, je pense que c'est. Parce que nous aussi, on l'a vécu avec Savane et Mousson. Ouais. Ça, je pense, c'est le problème d'être fort sur les réseaux sociaux. Parce que le fait qu'on soit bon sur les réseaux sociaux, bah, dès que tu ouvres une nouvelle adresse, vu que tes clients, comme il l'a dit, en grande majeure. Enfin, la grosse partie, c'est ta communauté. Bah, en gros, ils suivent. Ils sont déjà venus dans celui-là. Du coup, Ouais. ils suivent c'est plus l'ouverture du nouveau. Ils ont envie de tester l'ancrage le sur les nouveau. réseaux que l'ancrage local, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, la bonne stratégie, c'est d'avoir un mix des deux, d'avoir une bonne communication, mais c'est quand même bien d'avoir une clientèle de passage et d'habitués. Et c'est pour ça qu'on a ouvert 15 rue de Charonne, il y a beaucoup de flux. Ouais. Et moi, ma question que j'allais poser, parce que du coup, c'est la question que je me pose aujourd'hui, combien de temps ça dure ce flux? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête? Est-ce qu'à un moment donné, Ça se c'est bon, stabilise. c'est stabilisé, les gens ils recommencent à repartir dans les deux restaurants? Bah, nous, chez Savane et Mousson, ouais, ça s'est stabilisé. Après, nous, ce qu'on a fait pendant. Nous, c'était pas pareil parce que nous, quand on avait. Le premier, c'était à Saint-Maur, le deuxième, c'était à Paris. Du coup, en fait, Saint-Maur, on avait plus une clientèle de personnes de banlieue. Parce que, en fait, tu pouvais venir en voiture facilement te garer. Alors que Paris, c'est les gens qui se déplaçaient en métro. Du coup, on avait vraiment deux clientèles différentes. Après, quand on a ouvert dans le 13e le bus-restaurant, là, on a fait le choix de faire une carte différente. Pour du coup, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment manger que nos bento, du coup, ils vont directement au bus. Les gens qui veulent manger des sushis, ils vont directement à Paris 11. Après, quand on a refait les sushis à Enghien-les-Bains, du coup, on avait 3 points de vente qui faisaient des sushis Saint-Maur, Paris 11 et Enghien-les-Bains. Là, on a senti la cannibalisation parce que toutes les personnes qui venaient du 93, 95, 92, tous allaient vers Enghien et ils délaissaient Paris 11 et ils délaissaient Saint-Maur-des-Fossés. Du coup, là, c'était un peu compliqué à gérer, mais nous, on a contré ça en faisant des cartes différentes, des offres différentes, un positionnement différent. Mais pour la scalabilité, c'était pas ouf parce qu'il y avait des process différents, fallait C'est former les exactement gens ce que j'allais poser différemment comme et tout ça. Ah, ça va être ma deuxième question. Ouais, Comment Ouais. tu fais avec autant de concepts? ouais, on a galéré. Non, mais merci de partager avec nous cette réflexion, Laurent, parce que c'est vrai nous, on porte le concours qui va s'appeler Affranchise avec la duplication du concept, donc l'ouverture de second établissement. Et là, tu poses les problématiques fondamentales, c'est comment faire en sorte, sur des concepts qui sont pas avec un ancrage local, mais avec une communauté. Mm. Donc c'est le revers, en fait, finalement, parfois de la médaille, où on se dit, tiens, on va pas manger de l'African food tous les jours, peut-être. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton concept, c'est qu'il y a quand même la partie burger qui le sublime. Donc, stimuler localement l'appétence, en fait, à découvrir et à revisiter le burger. Je pense qu'on peut faire un pari local. Donc, ça veut dire peut-être créer de plus en plus d'actions locales avec une communication qui va s'articuler autour d'un environnement, permettrait, en fait, de sécuriser, finalement, ces points de vente et pas avoir cette volatilité de la clientèle qui va se rapatrier et se rabattre en fait sur le tout nouveau, parce que sinon on va avoir une exode à chaque fois des points de vente. Bah après, ça, moi, je
trouve que c'est assez difficile à gérer Mhm. parce que ce qui fait Laurent, c'est beaucoup d'organique sur Instagram. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'en fait, ça va aller cibler des gens qui ont des appétences par rapport ouais. à leur centre d'intérêt. Alors que là, si tu fais de la communication locale, ce serait plus du media buying sur des zones délimitées par les algos de Meta. Ouais, je pense. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour. Je pense que le système, il est top Mm. pour la création et pour le lancement, pour créer l'engouement Mm, et l'adhésion au concept. Ensuite, après, c'est la phase 2. mm. C'est l'ancrer localement avec son chiffre d'affaires, quitte à le restabiliser, pour que ça soit un ancrage en fait avec sa communauté, avec vraiment sa population. Toute l'action qui va être un maillage qui va être assez granulaire, avec un écosystème de commerçants autour, avec un écosystème, avec peut-être un engagement local qui va faire en sorte que le point de vente, c'est pas un point de vente Insta, c'est un point de vente physique, local, avec en fait son environnement. C'est, je pense, le deuxième axe. Il a été très très bon et incroyable sur la création du concept et de la communauté. Maintenant, l'enjeu pour eux, c'est de s'ancrer localement avec la mise en certitude d'une clientèle récurrente au quotidien qui vient et qui adhère au projet, quoi. Bah écoute, on aura l'occasion d'en rediscuter, Laurent. Je dirais peut-être en partageant dans quelques mois ton parcours, parce que je pense que tout le monde ici est curieux de savoir qu'est-ce que ça va devenir, comment il va faire, et on va le découvrir. Et en tout C'est cas, l'heure de passer à l'addition. ouais, je crois que c'est l'heure de passer à Ouais. l'addition. Et comment C'est ça déjà se passe chez fini. nous? Bah, du coup, l'addition, c'est l'invité qui va nous payer Ouais. en nous donnant un conseil pour nos auditeurs restaurateurs qui nous écoutent. Du coup, Laurent, quel conseil tu auras envie de donner à ceux qui nous ont écoutés et que tu n'as pas déjà donné, parce que tu nous as donné énormément de valeur au cours de cet épisode. Mais un dernier conseil que tu pourrais donner du coup aux entrepreneurs qui nous écoutent. Un dernier conseil, entreprendre dans quelque chose qui te passionne. Parce que pour moi, la restauration, c'était vraiment de la passion. Vu comment on trime, c'est vraiment de la passion. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant si tu n'es pas passionné. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Et après, si je donnais un autre conseil, ce serait processer, faire des process dans tout ce qu'on fait, pour ne pas se répéter, pour aller plus vite et pour se simplifier la vie. Merci Laurent pour ces précieux conseils. Donc la duplication du concept passe par, comme tu as dit, la formalisation des process. Et un peu et de la passion. Et de la passion, parce que je crois que sinon, tu as envie d'abandonner tous les Ouais. jours. Hein. C'est Aïssata qui nous disait, il n'y a pas un jour qui passe. Non, elle n'a pas dit ça quand même. Si, elle l'a dit. Mais en fait, mais c'est ça en fait. C'est pas mauvais en fait de douter. Les gens pensent que le doute en fait va te figer, te cristalliser. Moi, je trouve que parfois le doute, il te challenge. S'il est là, il te permet de te réinterroger dans tes pratiques. Et s'il n'est pas là, en fait, tu fonces dans le mur. Et je crois que c'est aussi salvateur d'avoir en fait cette réalité qui est un petit peu un équilibre à trouver entre la phase de doute et la phase de certitude. En tout cas, merci Laurent de nous avoir présenté ton parcours, ton beau parcours, le concept Beaumaillé. Et je te dis à très bientôt pour suivre l'aventure. On a un grand plaisir de faire des choses ensemble aussi. Et Julien, on remercie nos auditeurs pour cet épisode. Merci à tous de nous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ça vous a plu. Restez branchés parce qu'on a plein d'autres qui arrivent. Merci à vous. Ciao. Merci.